Donc c'est ça, grosse question très très générale. Vous avez été professeur, doyen, vice-doyen, maintenant votre première année à la tête de l'Université d'Ottawa. Ça se passe comment? Comment vous appréhendez tous? Écoutez, ça a été pas eu beaucoup de surprises, des belles, des jolies surprises. Ça a été un peu ce que je m'attendais à être recteur. C'est un job qui est très prenant. C'est une université formidable, encore beaucoup mieux que ce que je m'attendais. Alors j'ai été de belles surprises, de jolies surprises à jolies surprises. Pour moi, ça a été une bonne première année. Vous avez quand même eu pas mal de défis, de moments peut-être un peu moins roses. On pense notamment à l'affaire Vetster pendant l'automne, toute la série des coupures à la bibliothèque, des manifestations de la communauté universitaire, quelques petites tensions récemment avec l'APUE au niveau du comité du budget. Ça a été quoi votre plus grand défi cette année, à votre avis? Pour l'année qui s'achève? Qui vient juste de s'achever. Écoutez, c'est un défi plutôt personnel pour moi, c'était de prendre la dimension des lieux et des gens. Et que les gens puissent prendre la dimension aussi, les gens qui s'intéressent, la dimension de leur recteur. Donc il y a ce défi-là. Il y a plusieurs défis, mais comment dire, pour moi, est-ce que le plus grand défi, c'est d'avoir un budget balancé dans la vie ou est-ce que c'est de... pour moi, le grand défi, c'est qu'on a une communauté qui est heureuse, puis qu'on a des étudiants que ça leur tente d'étudier, puis qu'ils le fassent dans les meilleures conditions, qu'on a des professeurs qui enseignent toute leur passion et qui la partagent avec les étudiants dans les meilleurs programmes possibles. Donc, le défi, véritablement, il est là cette année, puis il va être là pour les autres années de mon mandat. Alors oui, il y a des accidents, oui, il y a on voudrait avoir plus d'argent, oui, on voudrait parfois que les choses soient faites différemment, mais comment dire, c'est accessoire, là, véritablement, je pense, à ce que doit être notre vie universitaire, notre campus, dans toute sa richesse. Puis justement, est-ce que ça peut être difficile d'avoir ça en tête, d'avoir des idéaux pour l'université, mais en même temps de devoir naviguer une situation budgétaire qui n'est peut-être pas idéale en ce moment, qui est assez difficile? Ah, c'est sûr qu'à tout choisir, moi j'aimerais beaucoup mieux avoir 100 millions de dollars de plus dans mon budget, puis que le challenge consiste à savoir comment dépenser ça pour que l'expérience étudiante soit meilleure, pour que les programmes soient meilleurs, qu'il y ait plus de soutien de bourse pour les étudiants, etc. Mais bon, ça n'arrive pas comme ça, et c'est rare que ça arrive comme ça. Bon, alors, je m'y attendais un peu. Je pense que ce qui est important, c'est de maintenir le cap. Vous savez, on est comme ça, on est invité à traverser la forêt. On peut s'arrêter à côté des arbres, on peut regarder les feuilles, on peut regarder les parasites qu'il y a dans les feuilles. Et il faut que tout ça, ça marche, mais moi, mon rôle, c'est qu'on s'assure qu'on garde le cap sur l'académique, sur la recherche, sur ce qui fait que l'université est un endroit un petit peu spécial dans la société. Alors c'est un peu en ça que ça consiste. Oui, tout ce que vous avez décrit, ça fait partie du charme de la vie universitaire. On ne sait jamais d'une année à l'autre, on ne sait jamais d'une semaine à l'autre, on ne sait jamais quand on se lève le matin comment la journée va finir. Et ça, en soi, c'est un défi. C'est un défi qui est important. Alors, pour moi, véritablement, il est important, notamment le contact avec les jeunes, avec les étudiants. Ça, c'est important. J'ai eu beaucoup de plaisir. Je continue à en avoir beaucoup de plaisir. Le contact avec les collègues est très important, avec le personnel. Avant tout, l'université, c'est un regroupement de personnes. Et les personnes, dans toute la richesse, leur complexité, puis leurs angoisses, leurs ambitions, leurs joies. Et on compose avec, quand on dit 42 000 étudiants, j'aime autant pas y penser, ça m'empêche de dormir. 42 000 personnes qui fréquentent le campus. Mais en même temps, c'est là toute notre richesse, puis c'est là le défi, c'est que les années à l'université sont en général des années qui marquent une vie. Et moi, mon rôle, c'est de m'assurer que la vie de nos étudiants soit marquée et qu'ils soient équipés complètement pour ce qui va suivre, peu importe leurs ambitions.
Justement, vous êtes assez actif sur le campus. Moi, personnellement, en tant que journaliste, je couvre des événements et je vous y vois assez souvent avec la communauté universitaire. D'un point de vue peut-être plus positif, ça a été quoi votre plus beau souvenir cette année? Un événement auquel vous avez participé qui vous a particulièrement marqué peut-être? C'est difficile, des plus beaux souvenirs. Ça peut être... on s'était vu, je pense, sur il y a eu une... avec la faculté de droit, lancement, c'était une bourse pour des femmes et droits d'un cours. Voilà une jolie surprise. À un autre moment, c'est un séminaire complètement sur d'autres choses. Mais il y a une frustration qui vient avec ça. C'est qu'en général, mon horaire est tellement compressé que je ne peux jamais rester. L'autre jour, j'ai inauguré une conférence, c'était sur le 150e anniversaire de la Constitution canadienne. C'était plusieurs, il y avait des étudiants, il y avait des étudiants, des doctorants, il y avait des collègues de toutes sortes d'universités. Puis là, il allait parler de quelque chose qui... j'aurais voulu, j'avais l'impression d'être d'un magasin de bonbons, puis il a fallu m'en extraire avant que je puisse prendre le premier bonbon. Alors, il y a cette frustration souvent de lancer d'être invité, puis les gens ont la générosité de m'inviter. Mais à un moment donné, de ne pas pouvoir y toucher. Mais de temps en temps, ça m'arrive aussi, quand je sais qu'il y a une conférence et puis que là, mon horaire me le permet, disons, à la fin de journée, quelque chose comme ça, juste de me glisser dans la salle. Et puis... Vous savez, la vie universitaire, là, la richesse, c'est que c'est un feu d'artifice de gens intéressants qui parlent, qui passent sur un campus. Et ça, moi, j'ai passé ma vie en milieu universitaire, j'ai toujours adoré ça. Mais quand j'ai fait 4 ou 5 ans à l'extérieur de l'université avant de revenir, j'ai réalisé toute la richesse de l'universitaire. On n'a pas ça dans notre milieu. Alors pour moi, c'est comme un petit plaisir coupable à un moment donné de m'asseoir, d'écouter 2-3 collègues qui disent des trucs ou des étudiants, puis là tu dis « wow, ok, c'est le fun », puis là tu continues après à travailler. Dans ce cas-là, je me savais un peu avec ce que vous dites. Je me permets de revenir à toute la saga des coupures à la bibliothèque parce qu'il y a énormément de personnes dans la communauté universitaire qui avaient perçu ça comme une contradiction avec justement cette mission de savoir de l'université. Puis je pense notamment à Stéphanie Bennett qui avait quand même admis au bureau des honneurs que c'était une erreur importante. Vous, à l'époque où vous étiez professeur, est-ce que vous serez joint aux gens qui ont manifesté pour ça? Est-ce que vous comprenez un peu cette réaction-là? Non seulement, c'est amusant parce que quand ça a été voté, j'étais désigné, mais je n'étais pas en place. Et dans le budget, j'avais lu bien attentivement, ligne par ligne, puis tout le document budgétaire, cette ligne-là. Et j'avais dit à quelques personnes, j'avais dit ça, là, ça va nous sauter au visage. Et c'est ce qui est arrivé. Quelque part, je me réjouis de la réaction de la communauté universitaire. Ça a été une espèce de cri du cœur. Ça a été, et de dire, on serait passé de cet épisode-là, là, on s'entend. Mais ceci étant dit, il y a un aspect positif, c'est que dans le cri du cœur, les gens ont dit, nous, on a des valeurs fondamentales, puis on ne veut pas être touchés dans ces valeurs fondamentales qui ont trait à la formation, qui ont trait à la recherche, donc au cœur de la mission universitaire. Et je pense que, en tout cas pour moi, le message a été bien entendu, 10 sur 10, bien reçu. et là, dans le prochain budget, on a déjà annoncé que non seulement on ne couperait pas les collections, mais qu'il y aurait une patch, excusez le mot, il y aurait des montants réservés pour les fluctuations du dollar et les augmentations. Donc, on essaie de se rendre moins vulnérable. Ceci étant dit, puis ça, ce que j'ai dit au Sénat, ce que je dis ailleurs, il y a une profonde indécence dans le système actuel des journals et des revues. Ils diffusent, ils nous font acheter de la recherche qui est produite par les universités. Il y a quelque chose de profondément immoral. C'est comme si on allait dévaliser une banque. Et après, on disait, si vous voulez avoir votre argent, il faut que vous fassiez ça. Tu viens de me voler mon argent. Non, mais là, alors il y a une espèce de prise, on est pris en otage, les universités, dans ce système-là. Puis j'espère que comme milieu,
comme milieu à l'Université d'Ottawa, comme milieu au Canada et à travers le monde, il est temps qu'il arrive quelque chose. Ça ne peut pas continuer comme ça. Les marges de profit sont en termes de milliards de dollars pour ces compagnies-là. Et ils ne font que diffuser de la recherche universitaire. Alors, il y a un problème quelque part. Avez-vous discuté de ça avec d'autres universités dans les derniers mois? Oui, j'ai soulevé la question, c'est une question récurrente, je ne sais pas, il n'y a rien de nouveau, mais notamment au niveau de U15, des universités de recherche intensive, on en a parlé, il y a un comité qui vient avec des recommandations. Je pense qu'on a tous ce souci-là. Et à la fois parce qu'il y a des incidences budgétaires, mais il y a des questions de principe aussi. Alors il faut à un moment donné se tenir debout. Comment on va faire pour adoucir les éditeurs, on verra. Mais à un moment donné, il faut que ça cesse. Puis, plus généralement, en fait, pour les mois à venir, si je ne me trompe pas, je pense que dans un an, on parlera d'un déficit d'à peu près 15,6 millions. Je pense que c'est les chiffres que j'ai vus. Comment est-ce qu'on va appréhender ça? Parce que, il y a des inquiétudes, notamment au sein des professeurs. Et c'est très légitime comme inquiétude. On est vraiment dans un système où actuellement les lignes de revenus et les lignes de dépenses sont décrochées. Ils se sont croisés. À un moment donné, l'Université d'Ottawa avait plus d'argent qu'elle n'en dépensait. Et puis là, depuis 3 ans, les courbes se sont inversées. Ça correspond au moment où le gouvernement ontarien a décidé de geler les paiements de transfert aux universités, et ça va continuer. Et donc, on se retrouve dans une situation où, pour la première fois l'année dernière, les subventions de l'État étaient moins de 50 du coût de fonctionnement, et l'année prochaine, pour le budget qu'on prépare, ça va descendre à 47 Alors, on se retrouve dans une situation. Maintenant, il faut ramener, parce que c'est des courbes qui vont s'éloignant, donc il faut ramener les choses. Moi, j'ai passé une bonne partie de ma carrière dans un établissement où on empilait déficit sur déficit sur déficit, ce qui faisait qu'on devait payer à tous les ans des frais d'intérêt hallucinants et ça, c'est de l'argent qui n'allait pas aux bourses, qui n'allait pas à la qualité de l'enseignement, etc. Donc, il faut éviter cette spirale-là est dangereuse. Donc là, il s'agit de ramener les choses. Il s'agit, dans un mode certes coupé, il y a du gras. À certains endroits, il y a des façons de faire différentes à d'autres. J'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, ce qui est important pour moi, c'est de se mettre en mode relax. Et c'est pour ça qu'on a identifié un fonds qu'on va mettre de l'avant. Le mode relance, c'est le mode de dire précisément qu'est-ce qu'on peut faire différemment, quels sont les nouveaux programmes qu'on peut mettre sur pied, comment on peut rendre nos programmes plus attrayants et comment on peut être plus attractif pour les étudiants, donner une meilleure prestation pour les étudiants, notamment. Donc, on va avoir un petit peu d'argent j'ai les expressions anglaises, bridge funding, seed funding. Donc, c'est pour faire des ponts, par exemple, si on a besoin de 2 nouveaux postes dans un domaine pour avoir un nouveau programme ou une nouvelle option qui va, d'autre part, se servir de la banque de cours pour l'essentiel, qui est déjà d'une banque existante, bien là, il nous faut engager 2 profs. Et là, les 2 profs, avant que ça génère les revenus, ça prend quelques années, ils sont jeunes, etc. Mais là, on va se dire, bien, OK, on va mettre l'argent de côté. On va embaucher les 2 profs tout de suite, et puis ça va faire qu'on va pouvoir lancer le nouveau programme. Et le nouveau programme, dans 3 ans, quand il va venir à terme de maturité avec, disons, un programme de 3 ans, les salaires des profs vont être assumés. Donc, il s'agit de se mettre dans un mode véritablement relance. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait bien. Comment on peut le faire mieux? Quelles sont les options qui vont correspondre davantage peut-être aux besoins des jeunes et aux attentes des jeunes. Alors, c'est le genre de conversation que je vais vouloir. Les coupures, c'est pas intéressant de parler de ça, mais il faut les faire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment mieux faire les choses, avoir des nouveaux programmes innovants, puis qu'il y ait un effet « wow ».
Mais c'est ça, mais l'idée finalement d'être plus attractif pour les étudiants, c'est aussi d'augmenter ses revenus en quelque sorte. Donc on pense aussi à une augmentation potentielle envisageable des frais de scolarité. Il y a un an, vous disiez être sensible, extrêmement sensible à la situation des étudiants, mais aussi à celle des établissements. Un an plus tard, est-ce qu'il y a un côté ou l'autre qui prime maintenant la situation des établissements? Vous savez, il n'y a pas personne qui a vécu les dernières années au Québec qui n'est pas sensible à cette question-là. C'est une question qui est extrêmement sensible et c'est bien que ça soit sensible. Actuellement, en Ontario, la province a fait le choix de bloquer les paiements de transfert aux universités et la province nous garantit qu'elle doit continuer à le faire. Alors bon. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir que, je sais pas, on a 7 ou 8 conventions collectives à l'Université d'Ottawa. On a du chauffage, il a fallu déblayer la neige. Il y a des coûts qui sont ce qu'on appelle des coûts de système, qui eux, bon an, mal an, progressent d'environ 3 bon. Alors actuellement, c'est pas compliqué. Et ça, vous me demandez, ça, c'est une frustration. C'est-à-dire qu'on est obligé, la seule place où on peut aller chercher cet argent-là, c'est dans les poches des étudiants, sans, en contrepartie, être capable de bonifier nécessairement la prestation qui est faite aux étudiants. Et si vous me demandez, je pense que l'État doit prendre ses responsabilités là-dessus pour donner un break aux étudiants d'une part, ou pour dire aux étudiants, bien, on augmente, bien, vous allez avoir plus de bourses, vous allez avoir un meilleur soutien pour la santé mentale, vous allez avoir un meilleur soutien pour les banques alimentaires, vous allez avoir une meilleure expérience de telle et telle façon. Alors pour moi, c'est un dialogue qui doit être constant là-dessus, mais actuellement, on est privé, et les étudiants et les directions d'université, on est privé de tout potentiel de dialogue parce que finalement, le gouvernement ontarien dit aux directions d'université, bien là, si vos coûts de système, allez les prendre chez les étudiants. Nous autres, là, on n'a pas le choix, puis le bureau des gouverneurs n'a pas le choix. Là. À un moment donné, tes conventions collectives, ils sont là, tu as tes obligations légales là, à remplir. Alors, comment dire, moi, je considère que ça nous empêche, comme direction d'université, puis avec les étudiants, avoir, comment dire, un espace discursif qui serait intelligent, et là où on pourrait dire, mais là, les étudiants disent, ben nous, la santé mentale, on commence à être inquiet, vous n'en faites pas assez. Puis là, on dit, ben OK, on va prendre une partie des droits de scolarité, si vous voulez bien, puis donc on va à deux, on va construire l'université dont on a les ambitions. Si je comprends bien, en attendant d'avoir une réponse peut-être plus proactive du gouvernement ontarien, on ne peut pas s'attendre à ce qu'on ait des baisses ou même un gel des frais de scolarité à l'Université d'Ottawa. C'est pas réaliste. Et nulle part ailleurs, parce qu'on a fait notre benchmarking ces semaines-ci, et partout, tout le monde est au maximum parce que tout le monde a les mêmes problèmes. C'est ironique parce que moi, venant du Québec, passé ma carrière en entier au Québec où les droits de scolarité c'était une question délicate, mais où le gouvernement ne réinvestissait pas dans les universités. Puis là, il commence à réinvestir dans les universités québécoises, puis là, c'est les universités ontariennes qui sont gelées, alors que les universités ontariennes avaient quand même un financement qui était conséquent de la part de l'État ontarien. Ce sont des choix de société qui sont très, très fondamentaux. Ceci étant dit, je pense que l'Ontario, avec OSAP et puis avec le programme de bourse pour les étudiants qui viennent de milieux où il y a moins d'argent, je pense que ça, ça semble, en tout cas, vu de l'extérieur, ça semble assez astucieux. Je pense qu'il faudrait, idéalement, moi je voudrais qu'on puisse avoir des marges pour, par exemple, encourager les étudiants de première génération, les étudiants en provenance de milieux autochtones, les étudiants qui, avec des troubles d'apprentissage, etc., qui ne fitent pas dans les petites cases des admissions habituelles. Ce sont toutes des ambitions. Si on avait un peu de marge, on pourrait bouger vers ça. Pour le moment, on n'en a pas tellement. Alors, malheureusement, il faut s'abstenir, mais croyez-moi, s'il y en a, moi, je demanderais pas mieux que de m'asseoir avec la communauté, puis qu'on définisse des priorités et
les montants sont énormes des droits de scolarité. Alors il faut apprendre qu'il ne faut jamais le perdre de vue. Maintenant, pour venir à la situation actuelle, vous avez mentionné plusieurs grands dossiers, quand même, on parle de santé mentale, de discussion avec la communauté. Ça sera quoi? Est-ce que vous avez identifié des grands dossiers, des grandes lignes, des projets sur lesquels vous voudriez vraiment travailler au cours de votre mandat? Si oui, au début de mandat, vous le savez, peut-être j'ai créé pour moi, un des grands chantiers, c'est le chantier de la diversité et de l'inclusion, qui est un chantier pour moi, très important. Il y a un travail, je pense, très intéressant qui se fait par Caroline Andrew et toute son équipe. J'attends beaucoup de ça parce que une des choses épatantes, moi, que j'ai trouvées ici, c'est la diversité du corps étudiant. Je n'ai pas trouvé nécessairement la même diversité, beaucoup moins au niveau du corps professoral, au niveau du personnel, beaucoup moins. Mais on est une communauté très, très riche de cette diversité, mais peut être facilement appauvrie aussi par toutes sortes de phénomènes de discrimination, de blocage, etc. Et pour moi, c'est important qu'on soit modèle là-dessus. Précisément parce qu'on est bilingue, parce qu'on est dans la capitale du Canada, puis parce qu'on le doit notamment à notre corps étudiant. Alors, pour moi, ça, c'est un dossier qui est prioritaire et dans lequel je vais vouloir, dès l'année 2, donc la prochaine année de mon mandat, établir le temps d'action et après qu'on puisse mesurer, étape par étape. Et ce que je voudrais, moi, c'est que, moi, j'ai un mandat de 5 ans. J'espère qu'il sera peut-être renouvelé, on verra, il est un peu tôt pour le dire. Mais ce que je voudrais, c'est que les gens, à un moment donné, se retournent après 3 ans, ils regardent en arrière et qu'ils disent on est une meilleure place qu'il y a 3 ans. Et si on est capable de dire ça dans des dossiers comme la diversité, comme l'internationalisation, comme la francophonie, pour moi, ça va être un signe qu'on a travaillé ensemble pour que la place soit un meilleur endroit. Je vais juste revenir à une conversation que j'avais eue très, très rapidement avec vous, en fait, au sujet de l'établissement potentiel d'un code de conduite. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce qu'on pourrait voir ce fameux code se matérialiser? On n'en a pas de code de conduite, on n'en a pas, c'est ça? C'est une jolie question. Je vous dirais. OK. C'est que ça peut mener vite à une espèce de foire d'empoigne entre les étudiants et la direction de l'université. Je ne suis pas sûr qu'on en sortirait grandi. Ceci étant dit, je pense que comme milieu riche, comme milieu divers, comme milieu sensible aux droits et libertés, je pense qu'il ne serait pas anormal que dans le milieu universitaire, les attentes au sujet des comportements soient un petit peu plus élevées que dans la société civile, dans le reste du monde. Alors, est-ce qu'on devrait aller vers un code de conduite? Je vous renvoie la question. On choisit un peu nos batailles. Je ne suis pas sûr que le jeu en vaut la chandelle. Donc, pour être honnête, je ne sais pas. C'est évident que si les fédérations d'associations étudiantes puis le milieu se disaient ben oui, nous, on pense qu'on est rendu là. Je dirais, ben, travaillons ensemble. Travaillons-là ensemble, montons le dossier ensemble et donnons-nous un code de conduite. Mais avec ma connaissance du milieu étudiant, j'ai passé ma vie là-dedans. Pas sûr que ça... parfois de naviguer avec les associations. Oui, mais c'est normal, mais ça fait partie du charme de la place. Et comment dire, si les étudiants ne brassent pas la cage, il n'y a personne qui va brasser la cage. Puis les universités, on a besoin de se faire brasser la cage aussi. Alors, Dieu merci, il y a les étudiants pour nous rappeler à certains principes. Puis parfois, émettre des idées, puis je l'ai souvent dit, des idées qui au début, moi, je dis, voyons, en y réfléchissant, peut-être qu'il y avait quelque chose, puis quelques années plus tard, on y arrive. Alors je pense que, comment dire, c'est important, mais c'est sûr que si le milieu me disait, M. Frémont, on pense qu'on est rendu, là, nous autres, on serait rassurés par un code de conduite, ben là,
travaillons ensemble, il n'y a aucun problème. Mais que Fremont, de l'autre son bureau, dise, ben là, vous avez besoin d'un code de conduite. Pas trop sûr.